Merci de nous rejoindre pour ce webinaire dédié à Clartan Valeur. Je suis Aurore Sadoun, directrice du développement commercial et j'ai le plaisir d'être accompagnée ce matin par toute l'équipe de gestion de Clartan Valeur, à savoir Marie-Lou Goueffon, Nicolas Descaux et Guillaume Brisset. Bonjour à tous les trois. Bonjour Bonjour Aurore. Aurore. Bonjour. Pour ceux qui nous découvrent ce matin, Clartan Associés est une société de gestion française et indépendante portée par un peu plus d'1,2 milliard d'encours. 2026 est une année particulière pour nous puisque nous allons fêter nos 40 ans d'existence ainsi que les 35 ans de notre fonds historique Clartan Valeur. Alors, au-delà de l'anniversaire, c'est surtout la démonstration qu'une gestion disciplinée et indépendante peut générer de la performance dans la durée pour nos clients. En effet, depuis 1991, Clartan Valeur a traversé différents cycles, différents contextes macroéconomiques avec parfois des bulles, des crises ou des retournements de marché, mais Clartan Valeur a su garder le même cap, la même exigence, à savoir s'adapter sans jamais renoncer à la qualité de nos investissements. Alors aujourd'hui, cela se traduit aussi par le regain d'intérêt de la part des investisseurs puisque l'encours global de Clartan Valeur est passé sur un an de 560 à 800 millions d'encours sous gestion, portés également par l'effet marché. En termes de performance, Clartan Valeur classe C, la classe utilisée par nos partenaires CGP, affiche une performance annualisée nette de frais de gestion depuis bientôt 35 ans de 7,8%, soit un capital qui double environ tous les 10 ans. Sur des horizons de placement plus récents, la dynamique demeure solide. Sur un an, nous sommes aujourd'hui à plus de 30%. Pour rappel, avril 2025, donc l'année dernière, correspond au début des prises de position de Donald Trump sur les droits de douane. Depuis 3 ans, la performance cumulée de Clartan Valeur est de 48%, sur 5 ans de 55% et enfin sur 10 ans de plus de 110%. Donc nous sommes ensemble ce matin pour 30 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique dédiée qui se situe en haut au milieu de votre écran. Je vais commencer avec Marie-Lou Goueffon pour la première question. Donc rebonjour Marie-Lou. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Peux-tu nous présenter votre lecture du contexte macroéconomique 2026? Alors, volontiers Aurore, si on fait le bilan de ce premier trimestre compliqué, on peut dire qu'il a vraiment été structuré en 2 temps, en 2 phases, avant la guerre d'Iran et après le début de l'offensive. Ce que nous avons vu principalement en janvier et en février, ça a été des éléments macroéconomiques bien plus porteurs, des marchés actions encourageants et une performance de Clartan Valeur qui s'est encore située au-dessus de ça. Sur le plan macroéconomique, puisque c'est précisément ta question, ce que nous avons pu remarquer dans la première entame de 2026, c'est que l'activité mondiale s'avérait plutôt robuste ou en tout cas stabilisée, avec un niveau de croissance autour de 3%, même si la situation n'était pas parfaitement homogène. Du côté manufacturier, nous nous intéressons beaucoup à ce qu'on appelle l'ISM manufacturier américain. En fait, c'est un indicateur économique intéressant parce qu'il est publié au début de chaque mois et il est fondé sur des enquêtes auprès directement des directeurs d'achat. Donc, on a une vision très rapide de la santé de l'économie américaine. Et cet indicateur, il s'est situé de manière très consécutive, mois après mois, en situation de progression. Les carnets de commandes étaient également bien orientés. Donc, on pouvait tabler sur une bonne dynamique de production. À côté de cela, on a eu des services qui sont restés corrects et un rebond des ventes au détail. Donc, des paramètres assez intéressants sur le plan économique. J'ajouterais que les chiffres publiés au début du mois d'avril concernant précisément l'ISM manufacturier américain sont sortis au-dessus des attentes et en accélération par rapport au mois précédent. C'est dire si la situation macroéconomique était relativement robuste avant le choc exogène d'incertitude, car on met les 2 pieds dans la deuxième phase de ce premier trimestre 2026.
c'est Epic Fury, qui commence à partir du 28 février et qui a précipité les marchés d'actions dans une situation de gestion au tempo d'une guerre impliquant au plan géostratégique 300 millions de personnes et pas loin de 12 pays. Et puis, des déclarations assez imprévisibles de la présidence américaine. On a eu pas mal de confusion qui a régné quant à l'issue des négociations, avec en point névralgique cette question du détroit d'Ormuz où le trafic a chuté de 97%. Alors, dans Clartan Valeur, Nicolas et Guillaume vont le détailler. On a positionné au cours des dernières semaines le fonds de manière suffisamment robuste et diversifiée pour s'adapter à différents scénarios de sortie, mais aussi pour le positionner et capter la reprise. Parce qu'on a analysé que finalement, chacun des belligérants était arrivé dans une sorte d'équilibre de Nash, comme on dit en théorie des jeux, c'est-à-dire que les deux parties n'avaient plus d'intérêt très matériel à poursuivre les hostilités, d'une part parce que l'Iran voit ses capacités militaires en grande partie neutralisées, en tout état de cause pour son aviation, sa marine, donc elle joue sa survie. Et puis de l'autre côté, Donald Trump peut se féliciter d'avoir durablement affaibli la République islamique. Et puis, il sait que le blocage du détroit d'Ormuz entraîne matériellement l'économie mondiale et américaine spécifiquement vers la récession. Donc, on a été dans cette situation-là. Et donc, l'annonce de la trêve, du cessez-le-feu de 2 semaines, qui s'accompagne de cette réouverture conditionnelle du détroit et de l'ouverture de négociations officielles demain, c'est un réel soulagement et ça renforce les perspectives de sortie dans ce terrain où la visibilité est assez encore mauvaise. Ce que l'on souhaite dire, c'est qu'on reste bien sûr très concentré sur les développements, on reste vigilant. Certaines positions doivent être réconciliées entre Washington et Téhéran, notamment la question de l'uranium enrichi, mais on voit que cette trêve a conforté notre analyse, c'est-à-dire que chaque camp a maintenant besoin de trouver un compromis et ça étaye notre vision constructive. Merci Marilou. Et donc concrètement, quelles sont les premières conséquences visibles sur l'économie? Alors, concrètement, l'annonce de cette trêve permet d'écarter partiellement au moins le scénario extrême où les implications sont très stagflationnistes. Par stagflationniste, on entend une poussée d'inflation, bien entendu via les hydrocarbures, les engrais, les marchandises, le fret maritime, mais aussi un impact dépressif sur la croissance, c'est-à-dire probablement plusieurs dixièmes de points de PIB pour 2026, mais l'impact dépend d'une gamme de scénarios qui s'éclaircit aujourd'hui. Ce que nous voyons sur le plan macro et stock picking, c'est que le coût des intrants, c'est-à-dire les ressources qui sont utilisées pour produire un bien ou un service, ont eu tendance à augmenter à travers cette période. On fait attention donc dans notre gestion aux sociétés qui pourraient être fragilisées. On a vu au cours du mois de mars des éléments de prix qui sont sortis au-dessus des attentes et également les premiers chiffres d'inflation en zone euro qui traduisent cette dynamique-là. Tout cela fait pression sur le consommateur. C'est pourquoi, dans Clartan Valeur, nous sommes sous-exposés au secteur de la consommation et à l'inverse, exposés assez sensiblement au secteur industriel avec une sélection qualitative de dossiers qui se traduit par une rentabilité des fonds propres de nos sociétés qui avoisine en moyenne 20% dans le fonds. Merci Marilou. Et donc j'en profite pour te poser une question qu'on a reçue côté client. Après ce premier trimestre, l'Europe vous semble-t-elle toujours attractive, notamment au regard des valorisations relatives et des dynamiques macroéconomiques? Alors la réponse est oui. L'Europe constitue notre terrain d'investissement privilégié de manière assez structurelle, mais c'est tout à fait vrai aujourd'hui. Nous sommes investis en Europe à hauteur de 90%.
Au niveau des valorisations, puisque c'était la question posée, nous observons que l'Eurostoxx 600 est valorisé environ 15 fois les résultats attendus pour les 12 prochains mois, alors même que dans le consensus, on table sur une croissance de l'ordre de 11% pour donc les bénéfices sur les 12 prochains mois. Donc, on est vraiment sur des niveaux qui nous semblent significatifs. On a une sorte de sursaut de l'Europe qui bénéficie d'entreprises de grande qualité, bien entendu, mais aussi d'une certaine réserve d'épargne et des relances budgétaires que l'on connaît. Donc, nous continuons de privilégier l'Europe, là où les valorisations américaines sont plus copieuses. Le S&P 500, le marché directeur américain, est valorisé autour de 20 fois les résultats à ce jour. Très bien, merci Marie-Lou. On va passer avec Nicolas pour la seconde question. Donc Nicolas, avec l'équipe de gestion, avez-vous procédé depuis, à la suite de l'embrasement au Moyen-Orient, à un repositionnement au niveau des valeurs qui constituent Clartan Valeurs? Alors oui, tout à fait, on a fait un certain nombre de mouvements, mais je vais peut-être commencer par revenir sur le positionnement tel qu'il était à la fin de 2025. Donc 2025, tout d'abord, c'était une assez bonne année pour Clartan Valeurs, puisque le fonds a eu une performance de presque 23%. Pour référence, le marché européen a lui plutôt fait 20%, donc on était plutôt satisfait. Et le fonds a continué sur sa lancée en janvier, en février. Et en fait, il a été notamment porté par les gros secteurs d'exposition. Alors, je vais les détailler un peu. À fin décembre, on avait environ 18% de banques dans le portefeuille sur 5 noms de mémoire, dont des banques du Sud, Intesa, Unicredit, Santander en Espagne. Et puis, on avait aussi un peu de BNP et de Barclays. Ensuite, on a l'aéronautique et la défense. On est assez présent en aéronautique et défense, surtout sur des sociétés françaises ou européennes. On a du Airbus, du Safran, du Thales et du Dassault Aviation. On achète, on a des sociétés qui ont des plateformes complexes. Plutôt, on n'a jamais trop eu de Rheinmetall. Et voilà, on préfère des sociétés qui ont un carnet d'ordre à plus long terme et qui vont profiter plus dans la durée des augmentations de budget de la défense. Et ensuite, on avait une grosse exposition sur les semi-conducteurs, et notamment en Micron et ASML. Alors, Micron avait beaucoup monté, et donc ça faisait, les deux noms faisaient environ 10% du portefeuille. Et ensuite, on avait une exposition en énergie, pétrole et gaz d'à peu près 7%, essentiellement en Shell, Total et Galp. Alors, donc en janvier, en février, porté par la dynamique, le portefeuille a bien fonctionné, et notamment le secteur des semi-conducteurs, Micron et ASML. Et ce qu'on a fait, c'est que, bon, avec le conflit qui est arrivé donc fin février, début mars, la dynamique s'est clairement renversée, c'est-à-dire que tout ce qui avait très bien marché pendant les mois précédents, c'est ce qui a baissé le plus et le plus vite. Et donc, du coup, on a procédé quand même à une certaine rotation du portefeuille. On a notamment beaucoup allégé les semi-conducteurs. On a sorti Micron du portefeuille à l'heure où on se parle, et ASML a été réduit. On a un peu baissé les banques en mars, mais très légèrement. Aujourd'hui, on a encore 16% de banques. On n'a pas touché à notre exposition aéronautique défense. L'exposition pétrole et gaz, elle a un peu augmenté, en grande partie du fait de sa propre performance, parce que c'est le secteur qui a monté pendant le mois de mars. Et puis, les métaux et les mines se retrouvent à 8%, pas très loin de là où ils étaient avant. Tout ça dans un contexte où on a beaucoup d'industriels, comme disait Marie-Lou. L'aéronautique et la défense fait partie du pool industriel, et au total, on a entre 30 et 35% d'industriels. Les secteurs où on est sous-exposé, c'est la consommation de base et la consommation discrétionnaire, avec en particulier la consommation de base, qui est un gros secteur dans les actions européennes, quasiment 10%, et nous, on en a très peu. On a juste une position en L'Oréal qui est proche de 1%. Au total, aujourd'hui, le PE du fonds, donc le fonds est quasiment complètement exposé en actions. On a à peu près 3% de cash, donc on a eu des rentrées pendant le mois de mars. Contrairement au mois de janvier et février, on a un peu attendu pour les redéployer. Donc, on va probablement le faire dans les semaines qui viennent, mais pour l'instant, on a un petit peu plus de cash que d'habitude.
Et donc, le PE aujourd'hui du fonds, il est autour de 15, assez proche du PE du marché action européen, peut-être légèrement au-dessus. Et il était à peu près le même à fin décembre 2025. Et puis, il est monté à 16, un peu plus de 16 fin février. Mais ça, c'est parce que le portefeuille et les actions avaient monté. Voilà, là, vous Très pouvez clair. voir les... Et Excuse-moi. pardon, peut-être un mot, excuse-moi, parce qu'on avait pas mal communiqué auprès de nos clients à ce moment-là. Depuis le début de l'année 2026, il me semble que vous avez aussi sorti le peu de logiciels qui vous restaient dans Clartan Valeur, ainsi que quelques perdants face à l'IA. Oui, tout à fait. Alors, début 2025, on n'avait pas. En fait, il y a eu un gros mouvement de marché dans le courant de l'année 2025 où, en fait, la plupart des sociétés de logiciels, notamment américaines, mais aussi européennes, on avait du Dassault Systèmes il y a un peu plus d'un an en particulier, où en fait, elles étaient vues comme des gagnantes de l'IA parce que tout le monde se disait elles vont pouvoir améliorer leur logiciel avec de l'IA. Et en fait, à partir de l'été 2025, le marché a changé d'avis et s'est dit finalement, en fait, elles vont être des perdantes de l'IA parce qu'elles vont se faire disrupter par des startups et en fait des sociétés natives de l'IA qui vont les concurrencer parce qu'en fait, ça casse la barrière à l'entrée. Et donc, ces secteurs ont commencé à sous-performer à partir de l'été 2025. On s'en est rendu compte. Les positions qu'on avait à la fois dans les sociétés européennes et américaines, je pense notamment, on avait du ServiceNow par exemple, ont été réduites dans le deuxième semestre 2025. Et en fait, on a fini de les couper en janvier et vraiment ce qui restait en février 2025. Et je compte aussi des sociétés comme Publicis ou Relex, qui ne sont pas à proprement, à proprement parler des sociétés de logiciels, mais qui rentrent dans ce grand sac de sociétés qui étaient vues comme bénéficiant de l'IA, puis maintenant perdant potentiel car disruptées. Voilà. Et l'arrivée de Claude Cowork et des produits de Claude a été un peu le dernier clou dans le cercueil de cette histoire. Et donc, nous, on a préféré ne pas, enfin, couper toute exposition à ce genre de secteur. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, mais pour le moment, il n'y a pas de visibilité sur ces sociétés-là. En fait, le secteur de l'IA est trop dynamique. On attend de voir un peu comment ça va se passer pour savoir si c'est des secteurs sur lesquels on veut revenir plus Un tard. bon Mais père de ça sera. famille. Voilà. Très clair. Et est-ce que Euh, tu peux nous dire un mot, s'il te plaît, sur la performance donc à ce matin de Clartan Valeur et comment est positionné donc aujourd'hui Clartan Valeur par rapport à ce nouveau contexte macroéconomique qui a pas mal évolué depuis les déclarations il y a 48 heures de Donald Trump? Alors, tout à fait. Donc, la performance hier soir, enfin, à la VL qui va sortir tout à l'heure, et depuis le début de l'année, elle doit être très légèrement supérieure à 3%. Donc, positif, évidemment, hier, c'était une bonne journée, comme pour beaucoup de fonds actions, j'imagine. Bon, c'est en repli net par rapport à la performance de fin février. On a partiellement couvert le fonds au début du mois de mars. On a été un peu malheureux sur le timing, et donc ça nous a coûté de la performance. En revanche, voilà, on a repositionné le portefeuille pour faire en sorte qu'il bénéficie au maximum d'un retour à la normale, mais en faisant un choix clair, parce qu'en fait, on s'est dit ce qui va bien performer, c'est ce qui a le plus mal performé pendant le mois de mars, pendant qu'on va retourner à la normale. Et ce qui a mal performé, c'est tout ce qui est lié à la consommation et tout ce qui est lié toutes les industriels cycliques, parce que le marché était en train de pricer une récession. Mais du coup, on favorise les industriels cycliques, où pour le coup, on n'a pas de doute sur le redémarrage. Et même dans un scénario où il y a plus d'inflation que ce qu'on aurait pu penser il y a un mois et demi, on pense que la dynamique restera bonne. En revanche, pour le consommateur, on pense que c'est net négatif. C'était déjà compliqué avant le conflit. Là, avec en fait ce qu'ils doivent payer à la pompe, ça va être encore pire. Et même si on revient à la normale demain, on ne reviendra pas enfin, en fait, voilà, c'est compliqué pour le consommateur, ça va rester compliqué pour le consommateur, et pour l'instant, on préfère pas trop revenir sur ces secteurs-là. Et donc, en termes de secteur, on a environ 17% de bancaires, on a toujours un peu plus de 10% en aéronautique défense, un peu plus de 10% en oil and gas. Ça, c'est une position, bon, pour l'instant, on la touche pas, on va probablement être amené à la réduire
On verra, on le fera doucement parce que ça reste quand même une bonne protection pour le cas où ça ne se détendrait pas immédiatement. Et puis, encore une fois, les mines et les métaux qui, pour le coup, devraient être bien orientés à l'avenir. En termes géographiques, on est à plus de 90% d'exposition européenne et on a une poche américaine qui est maintenant toute petite, qui est vraiment réduite, elle est en dessous de 5%. D'ordinaire, on est plutôt entre 10 et 15. Voilà, là, on a réduit la poche américaine vraiment très sensiblement et ça va probablement rester comme ça pour plusieurs mois, je pense. Très clair. J'en profite pour te poser une question d'un de nos clients. Est-ce que tu peux expliquer, Nicolas, qu'est-ce que le PE d'un fonds? Alors, le PE, c'est un ratio financier assez classique. P, c'est prix et E, c'est earnings. Donc, c'est le prix divisé par les profits. Donc, c'est une façon de très, très rapidement de voir quel est le prix quel est le rendement qu'on paye quand on achète un titre. Et donc, par exemple, un titre qui a un PE de 20, ça veut dire que s'il coûte 100, eh bien, les profits qu'il fait par titre sont de 5. Et voilà. Et en fait, plus le PE est élevé, plus on l'achète cher. Et en général, plus ça veut dire que le marché attend de croissance. Et donc, s'il y a une déception sur cette croissance, à ce moment-là, le titre risque de baisser, quoi. Voilà. Donc Mais nous, un PE faible n'est aujourd'hui, pas une garantie que ça va marcher, hein. oui. Donc aujourd'hui, je crois qu'on est aux alentours de Aux alentours 15. de 15, ouais. Donc on est un peu, oui. C'est la normale pour le marché européen, c'est entre 13 et 15, c'est la normale historique. Ça, implicitement, il y a une croissance des bénéfices de 5 à 7% tous les ans. C'est ça que ça anticipe. Et voilà, pour les 2 prochaines années, a priori, on devrait être assez au-dessus. On devrait plutôt être à 10 ou au-dessus de 10. Donc, ça nous paraît être un prix, un ratio tout à fait raisonnable, hein, pour des actions européennes. Il y a pas, Et on n'est dernière, pas, on n'est pas en territoire tendu, en fait. et dernière question pour toi, Nicolas, avant de passer à la troisième et dernière question avec Guillaume. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi à ce jour, on a 3% de cash dans Clartan Valeur, alors que généralement, on est plutôt autour de 1%? Oui, bien sûr. Alors, j'en ai touché un mot tout Oui, à l'heure. Alors, d'abord, on a pas mal tourné le portefeuille en mars et on a notamment beaucoup vendu et on a vendu Micron qui faisait 6%. On a déjà commencé à réinvestir ça, mais on s'est retrouvé à un moment en mars avec pas très loin de 10% de cash. Donc, et ensuite, on a continué à avoir des rentrées. Et là, pour le coup, en mars, on n'a pas trouvé qu'il était urgent de les redéployer immédiatement. Et donc, voilà, on a un peu plus de cash qu'à d'habitude, mais ce n'est pas une situation qui est amenée à perdurer très très longtemps. oui, Enfin, c'est quelques justement un semaines, bon je père de pense. famille, comme vous avez eu pas mal de collectes, vous préférez vraiment attendre les bons moments opportuns pour les redéployer, si je te suis bien. Exactement. Super, merci Nicolas. Guillaume, pour la dernière question. Donc, comment le comité de gestion de Clartan Valeur aborde-t-il la période à venir et quels sont aujourd'hui vos principaux points de vigilance? Alors, bah, d'abord, ce qu'on peut faire comme constat, alors il faut être extrêmement prudent évidemment, parce que avec la personne qui occupe la Maison Blanche à l'heure actuelle, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, voire de 2 ou 3 surprises par jour. Mais ce qu'on peut raisonnablement se dire, c'est que précisément Donald Trump, à partir de maintenant, devrait commencer à se focaliser davantage sur les prochaines échéances électorales auxquelles il va faire face, parce que à l'automne, les Américains vont revoter. Vous savez, les Américains, ils votent un peu tout le temps, et notamment tous les 2 ans pour les présidentielles, et puis à mi-mandat. Donc, ce sont ces élections de mid-term pour le Congrès, c'est-à-dire les 2 chambres, à la fois le Sénat et la Chambre des représentants. Et ça a un enjeu absolument considérable pour Trump, parce que aujourd'hui, il a une majorité au Congrès. S'il perd cette majorité, c'est synonyme d'un président qui devient lame duck, comme disent les Américains, c'est-à-dire un canard boiteux, en fait un président qui est totalement bloqué dans son action par le Congrès. Et donc, du coup, ça ferait 2 ans de suite de mandat où il ne pourrait plus faire grand-chose. Donc, il y a un gros enjeu pour lui. Et c'est d'autant plus important que, en fait, l'opinion américaine est contre cette guerre. Et, même à l'intérieur du clan MAGA,
il y a des dissensions. On l'a bien vu d'ailleurs à la tête de ce clan, puisqu'on a vu au début de la guerre, enfin pendant tout le mois de mars, on a eu Pete Hegseth, prendre le leadership sur la communication sur la guerre. Voilà. Et à l'inverse, J.D. Vance s'est mis en retrait parce que lui était tout à fait opposé à cette guerre. Voilà. Et donc, ça se retrouve dans l'opinion publique. Donc, c'est très dangereux pour Trump. Donc, et comme les Américains ont vu au quotidien le prix du gallon de leur essence monter à 4 dollars, voire plus, évidemment, voilà, la réaction ne se fait pas attendre. Et voilà. Donc, on irait vers une stabilisation plutôt de la situation à partir de maintenant. Trump, en quelque sorte, il a tiré ses cartouches et maintenant, voilà, il est un peu démuni. Mais ce qui est plutôt pas de mauvais augure pour la conjoncture économique, parce que la guerre et l'incertitude que ça génère immobilise un petit peu toutes les décisions des chefs d'entreprise. Et on pourrait se dire que lui, il est tout à fait capable de signer un accord avec le régime iranien actuel. Et ça pourrait être bénéfique, après tout, parce que l'Iran, c'est un énorme producteur d'hydrocarbures. Ce sont les deuxièmes réserves de gaz au monde, troisième de pétrole. Il y a une énorme population qui est extrêmement jeune et extrêmement bien formée. Il y a des choses à faire. Alors, à côté de ça, il y a un constat, c'est que tout ça va engendrer une accélération de la recherche de souveraineté énergétique via du nucléaire et du renouvelable. Alors ça vaut pour l'Europe, mais ça vaut aussi énormément pour l'Asie, parce que l'Asie importe plus de 80% de ses hydrocarbures du Golfe. Donc, si le détroit d'Ormuz est bloqué, c'est extrêmement pénalisant pour les économies asiatiques, du sud-est asiatique en particulier, parce que la Chine a énormément travaillé ces dernières décennies pour gagner en indépendance. La deuxième chose, c'est qu'on va avoir une montée en puissance de la recherche de souveraineté de défense européenne. On l'a vu, tous les propos de Trump autour de l'OTAN sur le fait qu'il était très déçu par l'attitude de ses alliés de l'OTAN pourrait amener les États-Unis à se retirer de l'OTAN potentiellement. C'est une épée de Damoclès qui est au-dessus de nous. Et donc, du coup, il faut réinvestir. Donc, c'est pour ça qu'on est bien investi dans les entreprises de défense. C'est pour ça que, effectivement, comme le mentionnait Nicolas, on a du Thales, du Safran, de l'Airbus, etc. Et que sur la partie indépendance, souveraineté énergétique, on a effectivement une grosse position en Iberdrola, qui est un gros producteur d'énergie renouvelable. Et on a constitué, là, beaucoup plus récemment, une position en Prysmian, qui est un producteur italien de câbles, qui est absolument essentiel aujourd'hui dans tout l'investissement en infrastructure, parce que nos réseaux électriques sont très vieux, on a besoin de les renouveler. Et comme on produit de plus en plus d'électricité à des endroits très différents, il faut relier ces différents centres de production d'électricité, c'est-à-dire ces éoliennes, ces parcs solaires, etc., au réseau. Donc, il y a un énorme marché là. Voilà. Alors aujourd'hui, il faut regarder le tableau de manière un peu globale. Il n'y a pas que ces questions liées autour du conflit avec l'Iran. Il y a évidemment la question de la dette privée. C'est quelque chose que nous surveillons de très près. Qui est un phénomène qui s'est développé, depuis la grande crise financière et depuis l'époque où on a bridé l'activité des banques. Donc, ça s'est retrouvé dans du crédit privé, mais ça s'est considérablement accéléré comme développement depuis le Covid. Donc, mais ça reste, voilà, en proportion, ça reste encore modeste, mais il faut le surveiller. Évidemment, comme l'a dit Marie-Lou, la conjoncture mondiale est à surveiller parce que voilà, ce conflit
perturbe tout. Tous les chefs d'entreprise ont mis en gros le stylo sur leur bureau en attendant d'y voir un peu plus clair. Donc, on va voir dans les semaines et les mois à venir ce qu'il en sera de la conjoncture mondiale pour l'année 2026. Bon. Et puis, la dernière chose, c'est que évidemment, enfin, et je dis évidemment, le plus probable, il faut être encore une fois extrêmement prudent dans les circonstances actuelles parce que tout peut changer extrêmement vite, mais il est assez probable que nous gardions une prime de risque non négligeable sur les cours du pétrole et du gaz, parce que tant que la question du Deutsche Hormuz n'est pas sécurisée, n'est pas clarifiée une bonne fois pour toutes, enfin, entre guillemets, il y aura un risque. Voilà. Et donc, ça se paiera avec des prix un peu plus chers pour les hydrocarbures. Très bien, merci Guillaume. On a reçu 2 dernières questions. La première, est-ce le bon moment pour investir sur Clartan Valeur? Bien sûr, c'est toujours le bon moment Alors, pour investir sur Clartan Valeur. oh, c'est une question qui vaut très cher. Donc, je vais faire attention à ma réponse. Non, sérieusement, la réaction d'un bon père de famille qui gère l'épargne de la famille, c'est de faire ça par étapes, voilà, de saucissonner un petit peu ses investissements parce qu'on ne sait jamais de quoi ce qui nous attend le lendemain. Mais encore plus avec M. Trump. Donc, il est impossible d'anticiper, grosso modo, la réaction boursière d'hier. Alors, il aurait fallu investir lundi, effectivement, ça aurait été formidable. Mardi, encore très bien. Mais ça, c'est pas prévisible. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de le faire en plusieurs étapes. Très bien, merci Guillaume. Et j'en profite pour préciser qu'on a on a un début d'année 2026 très prometteur, puisque la Clartan Valeur a enregistré une collecte nette, donc hors effet marché, de 65 millions d'euros, dont 24 millions ont été enregistrés depuis début mars 2026. Donc nul ne connaît en effet le point d'entrée idéal. On n'a malheureusement pas de boule de cristal, mais c'est vrai qu'au niveau des valorisations, le mois de mars a été assez intéressant, je pense, pour pas mal d'investisseurs. Dernière question, Guillaume, avant de vous quitter ce matin. Si d'un point de vue économique, on assiste à plus d'inflation et moins de croissance dans les prochains mois, avez-vous déjà identifié des thématiques en ce sens pour votre portefeuille? Si on a une grosse position bancaire aujourd'hui, c'est en partie à cause de ça. C'est-à-dire que les banques se retrouvent aujourd'hui, après de très longues années de disette, puisque grosso modo, jusqu'à 2022, les taux d'intérêt n'arrêtaient pas de baisser. Et donc, c'était de plus en plus compliqué pour les banques parce qu'elles ne gagnaient pas d'argent sur leurs dépôts. Aujourd'hui, elles se retrouvent effectivement dans une situation favorable parce qu'il y a de la marge d'intérêt qui est revenue et c'est une énorme partie de leur activité, en particulier en Europe. Donc, si on se retrouve effectivement dans une situation où il y a un peu plus d'inflation aujourd'hui, il y aura des taux d'intérêt qui s'adapteront. Et donc, du coup, voilà, ça profitera au secteur bancaire. Bon, tout ça est un schéma un peu grossier, mais c'est à peu près ça. Bon, et après, c'est ce qu'a dit Marie-Lou, on essaie vraiment de sélectionner des valeurs qui ont une capacité de pouvoir d'achat et donc qui seront toujours capables de retransmettre l'inflation qu'elles subiront dans leurs approvisionnements. Elles le retransmettront à leurs clients et puis des entreprises qui sont capables de continuer à croître, même avec une conjoncture moins bonne, parce qu'il y a des besoins d'investissement considérables. Je l'ai mentionné là pour la souveraineté énergétique et la souveraineté de défense européenne. Eh bien, ça, on va pas s'arrêter parce qu'il y a moins de croissance. Donc, du coup, si on a des entreprises qui sont positionnées là-dessus, elles continueront à avancer. Très bien.
Merci à tous les trois pour vos éclairages et le partage de vos convictions dans un contexte, on va dire, macroéconomique particulièrement volatile. Donc, pour conclure, Clartan Valeur est un fonds depuis bientôt 35 ans, cœur de portefeuille, qui est largement référencé auprès des assureurs et également disponible en épargne salariale chez ERES. Le fonds bénéficie également d'une très belle notation de 5 étoiles par Quantalis. L'équipe commerciale composée de Noémie Labrique et moi-même demeurons à disposition pour toute information complémentaire et nous enverrons évidemment le support de présentation ainsi que le lien replay du webinaire dans les meilleurs délais. Merci à vous tous, à très bientôt. Merci Aurore, Merci. merci à tous. Au revoir. Merci, Aurore.